Québec et de l'Assemblée parlementaire de la francophonie. Nous avons aussi M. Alvaro de Soto, qui est où? Caché. Il est caché, ici derrière, qui est d'origine péruvienne, donc originaire de Pérou. C'est un diplomate et c'est un ancien secrétaire général adjoint aux Nations Unies. Il a travaillé sous 3 secrétaires généraux des Nations Unies, dont M. Kofi Annan, je pense, c'est le dernier. Il est co-rapporteur. Oh, c'est ça, il est co-rapporteur. Et nous avons ensuite Mme Selma Benjabala, qui est française, ingénieure de recherche et docteur en sciences politiques du Centre d'études européennes de Sciences Po, mais je ne sais pas si elle est en visio. Elle est en visio? J'espère. Bon, elle n'est pas en visio, ok, parce qu'elle n'a pas pu venir ici. Monsieur Edouard, le professeur Edouard Wolfers, qui est australien, professeur émérite à l'université de Wollongong, ancien conseiller expérimenté du gouvernement de la Papouasie-Nouvelle-Guinée. Et il avait travaillé sur le projet de constitution du nouvel État, donc à partir de 1975, la Papouasie-Nouvelle-Guinée, ainsi que M. Kaliopate Tabola, ici à ma gauche. Donc, il est d'origine fidjienne, c'est un ancien ministre des Affaires étrangères de la République des îles Fidji, et il avait présidé le comité d'experts du groupe du Fer-de-Lance mélanésien, qui avait travaillé sur le projet groupe du Fer-de-Lance mélanésien 2038. Et le FLNKS à l'époque m'avait désigné pour participer donc, à ces travaux dans ce comité d'experts. C'était en 2013. Voilà, c'était en 2013. Donc voilà, il est parmi nous ce soir. Donc cette mission d'évaluation est une initiative qui est soutenue donc, par le Congrès de la Nouvelle-Calédonie, une initiative qui me tient à cœur déjà depuis très longtemps. Et après plus de 130 ans d'activité au niveau des travaux parlementaires, on va dire, pour le Congrès de la Nouvelle-Calédonie, mais avant avec le Conseil général et puis l'Assemblée territoriale, etc., etc. Donc il était temps d'évaluer l'évolution de notre institution sur 2 points principaux. 1. Dresser un bilan du fonctionnement de l'institution et de l'activité parlementaire depuis l'accord de Nouméa et l'entrée en vigueur de la loi organique statutaire de 1999, premier point. Deuxième point, de faire évoluer l'Assemblée parlementaire dans le système institutionnel calédonien en renforçant son rôle par un meilleur positionnement dans le contexte interinstitutionnel actuel. Donc, je ne vais pas aller plus loin, je vais donc leur laisser la parole pour un premier temps d'intervention, puis dans un second temps, nous allons procéder aux échanges. Parce que je vois qu'il y a quand même des personnes qui sont intéressées vivement par ce que nos experts vont vous dire. Donc, suivez Monsieur le Président de la Commission avec attention. Il va nous dire des choses très intéressantes. Merci. Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président, et merci à vous tous pour être là. C'est un plaisir de ma part et de notre part, je parle au nom du comité, qui a été nommé par le Congrès, par le bureau du Congrès de la Nouvelle-Calédonie, et sous initiative du président Ouamitan. Je tiens à remercier et à signaler le leadership du président Ouamitan et le choix que le Congrès de Nouvelle-Calédonie a fait. C'est un choix qui n'est pas simple, un Congrès qui décide de nommer une commission d'experts indépendants pour évaluer la façon dans laquelle le Congrès travaille. C'est pas mal. C'est un choix très courageux, en sachant en plus que nous tous, le comité d'experts indépendants, nous sommes vraiment indépendants. C'est-à-dire, nous travaillons avec un sens d'indépendance complet et total. Nous sommes tous bénévoles, c'est-à-dire, nous faisons ça, nous tous, nous 6, pour passion, pour amour pour ce pays, la Nouvelle-Calédonie, et pour passion pour la démocratie, parce que nous savons qu'aujourd'hui, la démocratie est sous attaque dans beaucoup de coins du monde. La démocratie vit un moment très compliqué, à cause de beaucoup de raisons. La première raison, c'est le fait que faire démocratie représentative, il y a 20 ans, c'était plus simple que le faire aujourd'hui. Faire ça aujourd'hui, au temps des réseaux sociaux, de l'Internet, du temps réel, c'est beaucoup plus compliqué.
Aujourd'hui, la démocratie représentative vit un moment de défi très fort, très important. Les choses se passent très rapidement. Dans nos vies, nous sommes tous avec le temps réel. Nos mobiles, l'Internet, Google, on a toutes les réponses qu'on veut en temps réel. Un congrès, un parlement ne travaille pas en temps réel parce qu'on discute dans un parlement. Il faut mettre ensemble positions différentes. Ce n'est pas simple du tout. Donc, c'est un défi qui secoue la démocratie représentative et on a décidé d'accepter cette proposition que le président Ouamitan et le Congrès de Nouvelle-Calédonie nous a faite il vient de le dire, de faire deux choses. La première, une évaluation de ce que le Congrès a été pendant les derniers 20 ans, après les accords de Nouméa. Le Congrès est devenu une assemblée législative, ce qu'elle n'était pas auparavant, et il faut faire une première évaluation de ces premiers 20 ans. Mais nous ne sommes pas là en tant que juges ou en tant que professeurs qui donnent des notes. Nous sommes là surtout pour donner quelques suggestions sur le futur. Donc une évaluation sur le présent pour donner quelques suggestions sur le futur. À partir de quoi? De quelques idées qui ont besoin de 3 éléments préalables que je dois citer pour ne pas créer de malentendus qui sont très importants. Le premier, nos suggestions, nos propositions sont totalement indépendantes de la relation entre la France et la Nouvelle-Calédonie, la relation qu'il y a aujourd'hui, qu'il y aura demain. C'est une relation que ce sera la France et la Nouvelle-Calédonie à choisir. Ce n'est pas à nous d'entrer dans ces sujets. Ce que nous faisons en venant de l'extérieur, c'est de donner quelques pistes de travail pour améliorer et renforcer le Congrès de la Nouvelle-Calédonie, quoi qu'il se passe en termes de relations entre la Nouvelle-Calédonie et la France. Donc c'est une façon d'aider ce Congrès et tout ça n'a rien à voir avec l'avenir institutionnel. Je voudrais signaler ce point parce que sinon ce serait assez étrange que des personnalités étrangères viennent ici à s'entremêler à des questions qui doivent être décidées ici et à Paris. Et ça, c'est très important, et je voulais souligner cet élément-là. Un deuxième point préalable, nous travaillons sur une idée de gagnant-gagnant entre les institutions. Nous aidons le Congrès de la Nouvelle-Calédonie, mais l'idée n'est pas celle d'aider le Congrès contre les autres institutions calédoniennes. Nous pensons qu'il puisse y avoir une évolution ensemble des institutions calédoniennes. Le gouvernement, le Sénat coutumier, les provinces. Il peut y avoir un travail commun. Donc, renforcer le Congrès ne veut pas dire faire ça contre les autres institutions. Et troisième élément, comme vous avez entendu, le président vous a raconté un peu la composition de notre comité. Notre comité a, hélas, un grand problème, c'est-à-dire nous avons une seule femme dans le comité. Nous avons demandé à beaucoup de femmes expertes de ce secteur, mais hélas, une seulement nous a dit oui. Donc, on a un problème d'asymétrie, et je reconnais ça tout de suite. Mais notre comité a un bon équilibre sur les compétences, c'est-à-dire nous avons soit des membres académiques qui sont là avec leur expérience académique, soit des gens qui ont la pratique. Monsieur Chagnon, qui est le vice-président du comité, a été président d'un parlement, le Parlement du Québec, pour bien des années. Il a été président de l'Assemblée parlementaire de la francophonie. Il connaît tous les parlements des pays francophones. Donc, son expérience pratique, concrète, est fondamentale pour le travail qu'on est en train de faire. Et là, moi-même, je cherche d'y mettre toute ma passion pour la démocratie à partir de mes 3 expériences, qui sont celles d'avoir été membre du Parlement européen, d'être aujourd'hui membre d'un parlement d'un pays européen, c'est-à-dire l'Italie, et d'avoir été chef de gouvernement dans mon pays, l'Italie.
Donc on met ensemble ces deux aspects, académiques et pratiques, et on met ensemble expérience européenne, l'expérience du Québec, l'expérience diplomatique de M. De Soto et les expériences liées à la région des professeurs Wolfers et de M. Tavola, donc Australie et îles Fidji. Composition très bien arrêtée, complexe. Nous sommes en train, ici, cette semaine, de présenter les propos préliminaires de notre travail. Les propos préliminaires, c'est-à-dire un premier texte sur lequel on a travaillé jusqu'à maintenant dans des rencontres en visio. C'est la première fois qu'on vient physiquement en Nouvelle-Calédonie parce qu'on a travaillé pendant la période Covid. Donc c'était impossible de venir et on pouvait seulement le faire en visio. Et en visio, c'est pas facile. C'est pas facile quand vous vivez dans 4 coins du monde. Surtout, c'était pas facile pour M. Chagnon, qui était celui qui se réveillait la nuit à 2 heures du matin, alors que moi, je me réveillais et faisais la réunion à 7 heures du matin, et nos amis calédoniens étaient en réunion à 5 heures de l'après-midi. Mais évidemment, toutes ces réunions qu'on a faites en Zoom ont été positives. On a préparé quelques propos préliminaires, mais je vous garantis, je vous promets, rien à voir avec ceux qu'on réussit à aboutir avec des réunions en présence physique, en se parlant, en se regardant dans les yeux, en écoutant et en comprenant ce qu'on veut faire. Cette semaine, on a eu une vingtaine de réunions différentes. On a rencontré toutes les institutions de Nouvelle-Calédonie. On est en train de faire cette rencontre avec les citoyens. On a visité la province des îles. Hier, on était à Lifou. On a rencontré les autres institutions. Bref, ça a été très intéressant et c'est l'élément qui nous donne la possibilité aujourd'hui de présenter ces propos préliminaires en vue d'une nouvelle et finale visite au mois de juillet pour terminer ce travail avec un rapport final que nous allons passer au Congrès, au président Ouamitan et aux membres du Congrès qui siègent dans cette Assemblée à votre place et qui vont être ceux qui vont décider quoi faire de ce rapport. Cette rencontre ce soir est très importante parce que si nous sommes capables de vous convaincre, à vous qui siégez aujourd'hui sur les bancs des parlementaires, des membres du Congrès, si nous arrivons à vous convaincre de la bonté de ces propos, vous avez un rôle essentiel, fondamental, celui de mettre la pression sur les élus. Parce que les choix dont je vais vous parler maintenant sont des choix qui reviennent aux élus, qui reviennent au président Ouamitan et aux membres du Congrès. Et s'ils voient que les propos dont je vais vous parler trouvent le soutien du peuple calédonien, je suis sûr que les élus vont faire ce qui est essentiel pour mettre tout ça en application et éviter ce que je crains et ce que je suis sûr ne va pas se passer, c'est-à-dire que notre rapport puisse trouver le destin de beaucoup de rapports d'experts, c'est-à-dire puisse trouver le destin d'une situation en horizontale dans un tiroir et que ça reste là, dormir pour longtemps en horizontal dans un tiroir. Et si vous nous aidez à éviter que ça se passe comme ça, et si vous êtes convaincus des sujets dont je vais parler, faites-le en mettant la pression sur les élus. Je viens au sujet. Comment peut-on définir un parlement? Comment peut-on définir qu'une assemblée élue, une assemblée d'élus est effectivement un parlement? Et là, c'est un point essentiel, parce que les sujets que je vais citer vous disent que le Congrès de la Nouvelle-Calédonie est un parlement,
mais pour devenir un Parlement à part entière, il faut que quelques pas soient encore remplis, que quelques pas en avant soient remplis. Parce que normalement, un Parlement a une autonomie financière. C'est le Parlement qui fait le budget. En Nouvelle-Calédonie, c'est le gouvernement qui fait le budget. Mais normalement, c'est au Parlement de faire le budget du pays, de voter le budget du pays et de présenter le budget du pays. Donc, premier point sur lequel réfléchir. Ce que nous vous proposons, c'est des points de discussion. Nous sommes en train d'élaborer des solutions, mais nous sommes dans une phase dans laquelle nous discutons. Un deuxième élément assez important, le Parlement est le lieu de la compétence législative exclusive. Les lois se font au Parlement. Pas toujours. Je vous fais l'exemple de ce qui se passe à l'Union européenne. Le Parlement européen s'appelle Parlement européen, mais en vérité, il n'a pas l'exclusivité de la proposition législative. Au niveau européen, pour la complexité du système, la proposition législative est faite par la Commission européenne. Le Parlement, avec le Conseil européen, vote les lois. Mais les lois sont proposées par la Commission européenne, qui est un peu le gouvernement de l'Union européenne. Donc, ce qui normalement se passe dans tous les États, c'est-à-dire le Parlement propose les lois et les votes, au niveau européen n'est pas complètement comme ça, mais normalement dans tous les autres pays c'est comme ça. Sauf le fait que la tendance aujourd'hui est une tendance dans laquelle, dans le monde entier, c'est le gouvernement qui propose les lois et le Parlement les approuve ou les rejette. Alors comment faire en sorte que le Parlement retrouve son rôle, qui est celui, Montesquieu nous enseigne, le législateur est le Parlement. Mais le Parlement ne peut pas se limiter seulement à être celui qui vote des propositions du gouvernement. Il faut que le Parlement soit plus protagoniste. Et ce congrès, qui est le peuple, qui est le congrès, qui est la maison du peuple de la Nouvelle-Calédonie, peut être encore plus protagoniste de ce qu'il est aujourd'hui. Dans notre propos, il y a toute une série de propositions pour rendre le Parlement plus protagoniste dans l'activité législative. Il y a un sujet très compliqué, très délicat en Nouvelle-Calédonie, qui est le sujet de la légitimité des membres du Congrès, c'est-à-dire, vous savez très bien que les membres du Congrès sont élus en tant que membres des provinces. Et en tant que membres des provinces, ils font partie du Congrès. Évidemment, c'est un sujet, parce qu'ils font partie des deux. Ils sont membres du Conseil provincial et du Congrès. Nous avons interrogé le Congrès et tous nos interlocuteurs en demandant « Êtes-vous convaincus que c'est le meilleur modèle ? Ne serait-ce pas mieux avoir des élus qui s'occupent de la province et des élus qui sont élus seulement pour s'occuper de la Nouvelle-Calédonie en tant que telle, sans conflit d'intérêts sur le fait de « moi je suis là pour les îles, moi je suis là pour le sud, moi je suis là pour le nord ». La Nouvelle-Calédonie est petite. Créer une fragmentation ultérieure et n'avoir que peu de personnes qui sont là pour représenter l'entier, est-il le meilleur des modèles possibles ? On a posé cette question, on vous la pose à vous aussi. Évidemment, on sait très bien qu'il y a une réplique à tout ça. Et la réplique, la réaction, c'est celle de dire « mais est-ce que vous voulez qu'on ait le double de membres du Parlement ?» Parce qu'une des conséquences potentielles de ce que je suis en train de dire est celle d'avoir plus d'élus. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de monde qui dit oh, ils sont déjà trop les élus. Alors notre proposition est simplement celle de dire on vous propose de réfléchir à ce sujet. Et puis évidemment, on peut diviser les choses de façon différente en termes de chiffres. Je viens d'un pays, l'Italie, qui vient d'appliquer
avec un référendum, une réduction du numéro de parlementaires. On a réduit d'un tiers les parlementaires. Et on a pu faire ça, ça a marché, personne ne proteste. Donc on peut travailler sur ces sujets, mais le sujet que je vous pose est le sujet de la exclusivité du mandat, donc de dire des parlementaires qui sont parlementaires de la Nouvelle-Calédonie, sans être sud, nord, île. Évidemment, à côté de ça, il faut que les provinces travaillent et qu'elles travaillent bien. Il y a tout le sujet du contrôle sur le gouvernement. Le rôle d'un parlement, Montesquieu nous enseigne ça, est de faire le contrôle sur le gouvernement. Et évidemment, c'est un sujet important. On en a parlé maintenant dans la séance avec le Congrès. Comment peut-on exercer un contrôle sur le gouvernement? On en a parlé avec le gouvernement. Comment peut le gouvernement avoir une relation vertueuse avec le Parlement, avec le Congrès, en sachant qu'il y a des pays dans lesquels, par exemple, la séance du Parlement ne peut commencer si le gouvernement n'est pas présent. C'est-à-dire, la relation gouvernement-Parlement est in nuce le cœur de l'activité parlementaire. Et sans cette relation, il est impossible de travailler. Il y a d'autres sujets, la question de l'immunité des parlementaires pour ce qu'ils disent ici, dans l'exercice de leur mandat, et d'autres questions sur lesquelles je voudrais simplement revenir avec quelques-uns des points. Nous avons beaucoup parlé dans notre rapport, et on en a parlé avec les élus maintenant, sur la question de comment rendre le Congrès plus transparent, plus lisible aux citoyens. Je félicite le président Ouamitan pour cette initiative, pour le fait que vous avez une occasion importante de transparence, de relation avec l'institution. Mais comment est-ce possible dans une société complexe comme la société calédonienne, dans un pays dans lequel il y a des îles, il y a le nord, il y a le sud, Nouméa n'est pas au centre du pays, il y a plein de raisons pour, par exemple, imaginer que le Congrès puisse bouger. Une des propositions que nous faisons est pourquoi ne pas avoir des séances du Congrès dans les îles ou des séances du Congrès au nord. Il faut éviter d'avoir un centre qui finit par être le centre bureaucratique de tout. Il faut que l'institution soit proche des citoyens. Comment faire en sorte que ça marche comme ça? Il y a la question de l'élection du président de l'Assemblée et des présidents de commission. Dans le Congrès de la Nouvelle-Calédonie, chaque année, il y a une négociation complexe avec la réélection du président, la réélection des membres, des présidents de commission, ce qui n'est pas le cas dans tous les autres parlements au monde, où l'élection du président se passe au début de la législature et dure pour tout le mandat. Ou, exemple, le Parlement européen, on commence une moitié du mandat, c'est un président, et une deuxième moitié du mandat, c'est un autre président. Donc c'est un sujet, là aussi, sur lequel nous pensons qu'il faut trouver des façons de discussion. On a lancé l'idée de créer un ombudsman du Parlement. C'est quoi l'ombudsman? C'est le défenseur des droits des citoyens. De faire en sorte que la force du Parlement donne une possibilité aux citoyens de saisir un ombudsman nommé par le Parlement pour défendre les droits des citoyens sur un sujet, un tel sujet, un autre sujet. Nous avons parlé de comment renforcer la capacité du Parlement de bien suivre les sujets de l'initiative législative. Et là, c'est lié à l'autonomie budgétaire du Parlement et au renforcement de la structure du Parlement. Je vous cite un sujet important. Le sujet important, c'est le changement en cours chaque
5 ans, chaque 10 ans, l'évolution des sujets. Si le président Ouamitan nous avait demandé de constituer ce comité d'experts indépendants dans le temps de sa précédente présidence, c'était 2012 ? Oui, 2012, 2011, 2014. Alors, si le président Ouamitan nous avait demandé en 2011, dans sa précédente présidence, de constituer ce comité, je vous invite à réfléchir sur qu'est-ce qui s'est passé pendant ces derniers 13 ans en termes de priorités thématiques. Je vous cite 4 sujets. Changement climatique. Changement climatique. Santé publique. La question Covid. Rôle de l'intelligence artificielle. Discussion sur les sujets liés, par exemple, fin de vie. 2011, ces 4 sujets, aucun de ces 4 sujets n'était au centre de la discussion de aucun Parlement. C'était des sujets importants, oui, déjà, mais ce n'était pas le centre de l'activité des parlements. Aujourd'hui, les 4 sujets dont je vous ai parlé sont, et il est juste que ce soit comme ça, parmi les sujets les plus importants de la vie d'un Parlement. Donc le Parlement, le Congrès, doit avoir la flexibilité, l'autonomie, par exemple, pour embaucher les meilleurs experts dans des sujets comme les sujets dont je vous ai parlé. Prenez l'intelligence artificielle. Ce n'est pas simple d'avoir la capacité dans un congrès de légiférer sur une matière comme le rôle de l'intelligence artificielle dans beaucoup de domaines. Il faut évidemment demander et trouver des experts, et les experts, il faut les payer, parce qu'on ne s'invente pas expert d'intelligence artificielle. On ne s'invente pas expert de changement climatique. Tout ça pour dire que quand on veut un Parlement fort qui fasse l'intérêt des citoyens, il faut trouver la façon que ces sujets-là marchent bien. Enfin, dans le rapport, il y a toute une série d'idées sur comment rendre la démocratie participative plus forte, que la participation des citoyens soit majeure. Vous savez très bien que dans les pays européens, aujourd'hui, la chute de participation au vote est dramatique. Et nous savons tous très bien que la capacité de rendre les citoyens de faire en sorte qu'ils considèrent vraiment qu'ici, c'est la maison du peuple calédonien, donc ils doivent venir participer, candidater. Et le dernier point que je voulais citer, on en a parlé cet après-midi dans la rencontre qu'on a faite avec les parlementaires, les membres du Congrès, c'est la question de doter ce Congrès d'une capacité de relations internationales qui ne va pas contre la France. Parce qu'il est évident que la Nouvelle-Calédonie se trouve dans un lieu du monde qui est un lieu du monde dans lequel il faut entretenir des relations diplomatiques aussi au niveau du Parlement qui soient positives avec les pays voisins. C'est pour ça que la présence de M. Tavola, ancien ministre des îles Fidji, c'est pour ça que la discussion autour de qu'est-ce que ça veut dire en termes de possibilité de faire en sorte que ce congrès puisse avoir des relations positives avec les parlements des autres îles de la région. Ça peut être, et ça doit être utile, ça peut être un échange fondamental pour trouver la façon de gérer ensemble des sujets et des problèmes qui touchent tous. Et évidemment, ça touche le changement climatique en premier, parce que c'est un élément crucial pour la vie de toutes ces communautés. Nous avons
touché beaucoup d'autres problèmes et je veux m'arrêter parce que j'ai été même trop long. Mais il fallait qu'on partage avec vous les raisons de cet exercice, les raisons pour lesquelles le président du Congrès a voulu lancer cet exercice et la façon dans laquelle nous sommes en train de travailler. Je répète, en bénévole, mais en tant que passionnés, nous sommes en train de faire ainsi que tout ça puisse devenir quelque chose d'utile, positif pour la Nouvelle-Calédonie. Surtout que ça ne se termine pas en horizontal dans un tiroir, mais que ça devienne la possibilité pour les élus qui sont et seront assis à vos places de choisir parmi les outils dont je vous ai parlé et d'autres que dans le débat qu'on va avoir maintenant, vous pouvez souligner, ou qui peuvent faire partie de ce rapport que nous allons présenter au mois de juillet, quand on va revenir ici pour terminer nos travaux, et faire en sorte que cette approche moderne soit l'approche que la Nouvelle-Calédonie veut donner à ses institutions, pour les rendre plus modernes, plus efficaces, plus capables de combler la distance qu'aujourd'hui, normalement, les institutions ont avec les citoyens. Chacun d'entre nous s'occupe de ces sujets dans son propre pays. Pour moi, ça a été, pendant les derniers mois, les dernières années, mon point de focalisation dans mon propre pays, pays dans lequel l'aide à faire en sorte que les institutions soient plus proches des citoyens, que tous ces sujets trouvent des réponses. La même chose pour le vice-président Chagnon et pour tous les autres membres du comité. Et on est là pour chercher de faire en sorte que ces propos deviennent potentiellement quelque chose d'utile. Et je remercie encore M. Ouamitan et sa structure, dirigée par M. Vijaya Tirou et tous les collaborateurs du Congrès de la Nouvelle-Calédonie pour le soutien et pour le leadership qu'ils sont en train de démontrer. La présence ce soir d'un si grand nombre de citoyens intéressés à ce sujet, qui est un sujet compliqué, démontre qu'il y a beaucoup de choses à faire et que la méthode qu'on est en train de mettre en place est une méthode qui pourrait arriver à de bonnes solutions. Si on travaille tous ensemble, avec le respect et l'humilité que nous avons appris être la dimension typique des relations interpersonnelles en Nouvelle-Calédonie et que nous voulons faire comme relation qui nous lie entre nous et qui est la façon dans laquelle notre rapport peut devenir utile. Je tiens aussi à remercier tous les membres du comité qui généreusement, avec passion, avec tout l'intérêt intellectuel à être là, ont mis dans ce rapport et ont répondu à l'appel du président Ouamitan. Et je suis sûr que la conversation qu'on va avoir, pour laquelle je vous demande d'être très sincère, très direct, et vous aurez tous les membres du comité qui seront là pour répondre à vos suggestions, à vos curiosités, à vos propos, de façon que tout ça puisse être vraiment utile à la Nouvelle-Calédonie et aux travaux que nous sommes en train de faire. Merci. Bien. Bon, d'habitude, c'est pas moi qui anime les soirées, les rendez-vous du Congrès, mais je crois qu'on n'a pas prévu du coup qui c'est qui doit animer, donc je vais juste vous passer la parole, quoi, voilà. Qui souhaite prendre la parole? Je vois quand même qu'il y a pas mal de personnes là qui réfléchissent sur voilà, le futur des institutions là. Donc voilà, hein, exprimez-vous. Oui, allez-y. Alors, moi, je remercie M. l'État et M. Ouamitan pour cette invitation. Donc, moi, j'ai retenu que c'est un sujet compliqué, comme il a dit. Donc, la question que je pose, c'est à M. Ouamitan, comment rendre la démocratie participative
quand la collégialité est difficile. Bien, merci. Donc, je vais passer le... C'est comme au rugby, hein. Voilà, à droite, monsieur le président. Parce qu'en fait, c'est plutôt eux qui sont sollicités ce soir. Voilà. Viendra un temps où vous allez comment me poser la question, mais bon, je préfère que vous vous adressez à eux, quoi. Voilà. Allez-y, monsieur. Maintenant, je commence à comprendre la raison pour laquelle nous avons été nommés membres de ce comité. Nous avons tous à cœur la démocratie. Et nous avons tous à cœur le bon fonctionnement de la démocratie représentative. La démocratie représentative veut dire que le jour du vote citoyen, je vote et je vote pour quelqu'un qui me représente dans une assemblée. Celui qui me représente dans une assemblée, il a 5 ans pour être là, discuter à ma place et prendre des décisions à ma place. Il y a 20 ans, il y a 30 ans, il y a 40 ans, le mécanisme était un mécanisme dans lequel la plupart des gens considéraient que le vote était le seul moment de participation. Je vote, tu es élu, tu fais de la politique pour 5 ans, et après 5 ans, je décide si je vote pour toi ou je ne vote plus pour toi. Il y avait ceux qui étaient militants d'un parti, et donc participaient dans tout ça, mais le reste des citoyens n'avaient pas beaucoup d'occasions de discuter, de débattre. C'était le moment du vote. Point. Ça a changé complètement. Grâce à quoi? Grâce aux réseaux sociaux, évidemment. Un citoyen, aujourd'hui, dit une chose bien calée et son post sur un des réseaux sociaux peut avoir plus de succès que tout discours d'un homme politique. Donc, ce n'est pas seulement le fait d'être élu qui te donne automatiquement la légitimité de faire de la politique. Parce que si tu es élu, mais quelqu'un qui n'est pas élu a une capacité de communication, de activité politique avec les réseaux sociaux, bien focalisé, il peut être beaucoup meilleur de celui qui est élu. Et, deuxième considération, personne d'entre nous n'est plus en condition de dire je vote pour toi et on se revoit dans 5 ans. Parce que 5 ans, c'est un temps, dans le temps d'aujourd'hui, immense. Je vous suggère de réfléchir à un sujet. Le sujet est la capacité qu'on avait il y a 10 ans, il y a 20 ans, il y a 30 ans, le temps d'écoute qu'on était capable de développer hier et le temps d'écoute qu'on est capable de développer aujourd'hui. Hier, on était capable, moi je me rappelle, quand j'étais jeune, militant politique, j'étais capable d'écouter des discours qui duraient 3 heures, 4 heures. Aujourd'hui, je ne veux pas arriver aux extrêmes d'un livre d'un collègue à moi de Sciences Po. Moi, j'ai été pour 7 ans, de 14 à 21 à Paris, quand je suis sorti de la politique. J'ai fait le prof à Sciences Po et j'avais un collègue qui s'appelle Bruno Patino, qui aujourd'hui est par contre le président de Arte, la télévision franco-allemande Arte. Je vous
Si vous êtes intéressé au sujet, je vous conseille de lire son livre, qui est le livre qui s'appelle quelque chose comme l'attention du poisson rouge, parce que sa théorie est que le poisson rouge a, selon les zoologues, un temps d'attention sur un point qu'il voit de 7 secondes. Et évidemment, elle fait tout un discours sur le fait que désormais, nous, les humains, à cause des réseaux sociaux, nous avons développé un temps d'attention de 7 secondes. C'est-à-dire, nous regardons un truc, si dans les premières 7 secondes, ce truc que nous regardons ne prend pas notre attention, nous passons au truc suivant. Une capacité d'attention de plus en plus réduite. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Que la démocratie représentative, avec le temps qui est nécessaire pour prendre des décisions tous ensemble, aujourd'hui vit un moment de crise. C'est évident. Parce qu'on est tous pressés. On veut tous des décisions tout de suite. On veut tous que tout se passe en temps réel, tout de suite. Mais pour décider ensemble, il faut du temps. Parce qu'il faut se mettre d'accord. Et j'ajoute, je ne suis personne pour donner des leçons ici, surtout en Nouvelle-Calédonie, où le respect pour l'autre est un élément fondamental. Je viens à votre question. Puisque la démocratie représentative aujourd'hui est défiée de cette façon, il est très important que l'on trouve des instruments de démocratie participative qui soient à côté de la démocratie représentative et aident le citoyen à participer d'une élection à l'autre, pour éviter que, avec le fait que le citoyen est appelé à voter, et puis on le appelle à nouveau après 5 ans, et dans les 5 ans, qu'est-ce qu'il fait? Il commence à râler, il commence à dire rien ne marche, parce qu'il n'a pas d'occasion de participer. Donc il faut trouver des mécanismes de démocratie participative, et là, c'est un sujet de créativité. Il y a beaucoup de possibilités de le faire. Par exemple, il y a la possibilité d'employer l'Internet pour faire ça. Comment créer des mécanismes pour lesquels, sur des sujets, par exemple, on crée un mécanisme de référendum. Il y a un pays, la Suisse, qui vit de ça. Les Suisses, de chaque canton, chaque 6 mois, discutent sur un sujet, ils votent, ils tranchent, c'est les citoyens qui décident. Évidemment, il faut faire très attention. Vous savez mieux que moi que pour que le référendum ait une utilité, il est important la réponse, mais il est fondamental que la question soit bien posée. Parce que si vous posez la question de façon maladroite, la réponse est inutile. Il faut que la question soit bien posée. Donc, des idées de référendum sur les sujets, ou d'autres idées. La France est un pays qui a beaucoup investi sur, par exemple, les consultations citoyennes. Le président de la République a beaucoup travaillé sur ce sujet. Les consultations citoyennes, c'est un sujet assez important. On peut discuter, c'est bon, c'est mal. Par exemple, on en a parlé au niveau européen. La conférence sur l'avenir de l'Europe est une conférence qui s'est passée pendant 1 an et demi avec une grande consultation citoyenne. Il y a eu des citoyens tirés au sort qui ont discuté pendant des mois et des mois sur l'avenir de l'Europe. Et ils l'ont pu le faire, cette fois-ci, grâce à l'intelligence artificielle. Pourquoi? Parce que, grâce à l'intelligence artificielle, ils se sont trouvés dans un hémicycle sans avoir besoin de parler tous la même langue. Parce qu'il y avait la traduction simultanée de l'intelligence artificielle. Je parle au niveau européen. J'ai mis là quelques idées. J'ai cité l'idée du
congrès qui puisse aller non seulement là où il siège, mais aussi dans le pays, discuter avec les gens. Bref, il y a plein de potentielles idées. Ce que je dis, c'est qu'il est essentiel de bouger, de prendre des initiatives, d'éviter qu'à la fin de tout ça, les gens commencent à dire bon, voter, ça ne sert à rien, donc je vote la prochaine fois. Quand on commence comme ça et la participation commence à baisser, il y a un grand problème, un énorme problème. Et il ne faut pas donner pour acquis le fait que la démocratie est là. Je vous dis ça, évidemment je suis biaisé parce que j'ai mes convictions politiques claires, mais faisons attention. En Europe, à l'intérieur de l'Union européenne, on discute aujourd'hui de pays qui sont en train de briser les règles fondamentales de l'état de droit. À l'intérieur de l'Union européenne. Donc le sujet de qu'est-ce que la démocratie, comment rendre vivante et comment faire en sorte que cette vie démocratique puisse marcher, c'est un élément fondamental et essentiel. Évidemment, nous, on n'a pas la recette, on n'a pas la baguette magique. On doit être capable de proposer quelques idées, et puis ce sera au Congrès de la Nouvelle-Calédonie de trouver la façon de rendre tout ça capable de marcher pour l'environnement typique de ce pays. Merci, Monsieur l'État. Juste pour compléter ce que vient de dire Monsieur l'État, au niveau du Congrès, nous avons, j'avais mis en place déjà depuis quelques années, ce qu'on a appelé les projets de mobilité. C'est-à-dire que, bon là, ça fait quelque temps qu'on n'a pas fait, mais à un moment donné, tous les mois et demi à peu près, on tournait dans les communes. Voilà, donc on a fait les 3 îles d'ailleurs, les communes de Nifo-Maréouvea, on a fait Yengen, on a fait Karagoumen, Boulou-Paris, etc. Voilà. Donc, et là, en soirée comme ça, pendant 2 heures, en général 2 heures, généralement les maires invitaient la population, et là, avec les équipes du Congrès, on expliquait qu'est-ce que c'était le Congrès, comment il fonctionnait, son organisation, les problèmes, les thématiques qu'on traite ici. Donc c'était juste pour ajouter. Alors, d'autres questions? Il y avait quelqu'un qui... Voilà, monsieur, allez-y. Monsieur le Président, est-ce que dans vos discussions, vous avez soulevé le sujet des membres du Congrès qui représentent, tous les membres du Congrès ne représentent pas le même nombre de personnes. Dans la province des Îles, je crois que c'est dans les 800. Dans la province Nord, c'est dans les 1000 et quelques. Et puis en province Sud, c'est 3000 et quelques. Donc dans la province Sud, on a une personne pour représenter 3000 personnes. Donc là, et chacun a la même voix pour voter au Congrès. Donc ça, je voudrais bien savoir si vous êtes penché sur cette question. Et après, le deuxième, vous allez peut-être rire, vous avez parlé que vous espérez que votre rapport ne soit pas rangé horizontal. Et c'est vrai, alors s'il est horizontal, après il va dans le tiroir, après il va dans l'armoire, ça sera demi-mal, mais souvent, ils sont rangés vertical. C'est la poubelle et le broyeur. Alors voilà, parce que s'il est horizontal, on pourra le retrouver 20 ans après. Merci pour votre point très, très important. Je réponds très rapidement, puis dans les prochaines réponses, je voudrais que aussi M. Chagnon et les autres membres puissent prendre la parole. Simplement pour vous dire que, évidemment, nous savons que c'est un sujet. Nous savons qu'il y a d'autres sujets qui sont liés à la question du corps électoral, et vous connaissez très bien le fait qu'il y a des sujets liés à la question du corps électoral. Mais nous savons aussi que ce sont des sujets sur lesquels c'est au Congrès de trancher. Et donc, il est clair qu'il faut signaler ces sujets, mais ce sont des sujets sur lesquels il est évident qu'il y a un côté politique sur lequel c'est le Congrès qui, politiquement, et la politique de la Nouvelle-Calédonie qui doit discuter, trancher, prendre les décisions et le faire d'une façon
qui soient liés aux équilibres politiques d'ici. Donc, ce que vous dites a sûrement de la substance. Mais il est évident que ça fait partie du débat interne. Ce que nous sommes en train de faire à travers ce rapport est celui de tenter, à partir de nos expériences, de signaler au Congrès quelque chose qui a besoin d'une voix extérieure. Je suis parlementaire moi-même. Je vis la vie parlementaire. Je sais que la vie parlementaire est très routinière. Chaque semaine, il se passe des disputes, des trucs, des choses. On fatigue à prendre de la hauteur, hein, à regarder les choses en regardant comment c'était il y a 20 ans, comment ça peut être dans 20 ans. Alors je pense que notre exercice à nous peut être ce qui, pour la Nouvelle-Calédonie, peut être exactement ça. De dire aux membres du Parlement, aux membres du Congrès, vous avez fait beaucoup de routes, mais faites attention. Maintenant, il faut que la Nouvelle-Calédonie ait un Congrès qui devienne un Parlement à part entière. Et pour faire ça, il faut résoudre ces problèmes. À vous de décider comment le faire, mais si vous nous demandez, il faut que nous disions comme ça. Et donc, même les questions que vous posez font partie de ce questionnement. C'est une question qui est très importante, mais dans le cadre de notre travail, nous avions regardé sur comment améliorer le fonctionnement de l'institution j'ai failli dire l'Assemblée nationale, parce que j'ai présidé une Assemblée nationale pendant longtemps, mais le Congrès. La question que vous soulevez, et puis la problématique que vous soulevez, elle existe à peu près partout. Je vous donne seulement mon propre exemple. Lorsque j'étais député du centre-ville de Montréal, j'avais 50 quelques mille électeurs, et mes collègues, par exemple des Îles-de-la-Madeleine, en avaient 12 000. Bon, là, il y a un débat qui se fait, puis j'ai déjà plaidé pendant plusieurs années que le poids politique des uns devait être égal au poids politique des autres. À un moment donné, la politique prend le dessus et c'est très difficile de dire aux gens des Îles-de-la-Madeleine, trouvez d'autres îles pour augmenter votre population. Alors, on finit par dire que oui, ça se peut qu'il y ait des disparités entre certaines régions, puis on finit par accepter le concept. Mais ça n'était pas dans le cadre de notre travail, mais c'est un problème. C'est un problème qui est éternel. Vous ne le réglerez pas, peu importe tout ce que vous allez mettre en termes de temps, là, de contenu là-dessus, vous n'arriverez pas à une conclusion là, qui sera ultra rationnelle et puis qui va vous dire que, par exemple, il devrait y avoir un parlementaire par 4227 citoyens. Vous n'arriverez pas à ça. Je peux vous le dire tout de suite. Mais par contre, vous allez être obligé de travailler en mettant des principes démocratiques corrects, qu'on comprend, puis ensuite vous allez les ajuster pour permettre aussi à certaines populations, puis je vais vous donner un autre exemple, je vais donner les Îles-de-la-Madeleine, des petites îles dans le milieu, des petites îles tout près de Saint-Pierre-et-Miquelon, dans le fond. Puis le territoire d'Ungava, 26 000 électeurs. C'est grand comme 4 fois la France. Alors, quand vous courez après vos électeurs, là, ça prend des bonnes lunettes d'approche parce qu'ils sont loin. Puis j'ai toujours pensé que dans des conditions comme celle-là, l'Assemblée nationale chez nous, ou le Congrès, doit donner des moyens supplémentaires dans des situations comme celle-là, des moyens supplémentaires, plus de personnel pour être capable de donner aux députés une chance de pouvoir être utile. Et en même temps, mais au bout de la ligne, quand il arrive à Québec, son vote, il vaut le mien, même s'il y a à moitié moins d'électeurs, ou encore 5 fois moins d'électeurs comme aux Îles-de-la-Madeleine. Mais à un moment donné, tu es obligé de dire, moi, j'ai
tu peux marcher ma circonscription d'un côté comme de l'autre. J'ai 11 stations de métro dans ma circonscription. C'est sûr qu'on n'a pas les mêmes problèmes. Alors, inévitablement, on tire des conclusions qui sont les plus réalistes et concrètes par rapport à nos organisations géographiques et sociologiques. Merci. Oui, bien, monsieur. Ah ben non, ça y est. Je vais répondre, mais tant pis. Oui, alors, je suis entièrement d'accord pour la... Ah, je parle. Oui, oui. Même si je n'ai pas besoin de micro, mais je parle. Je suis entièrement d'accord sur le transfert de fonds pour les petites régions, les ci, là, pas de problème là-dessus. Ce que je vous ai dit, c'est que je conteste, c'est que l'élu de cette région-là, il a autant de poids que 3000 personnes et c'est important dans les décisions du Congrès. Sa voix, elle est très importante dans la décision du Congrès. C'est ça que je dis. Après, quand la clé de répartition, qu'ils aient plus d'argent par personne, c'est pas mon problème. Au contraire, je suis d'accord. Mais c'est quand ils votent, je veux pas qu'ils votent comme ça. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Je vous remercie. Il faut juste... Voilà. Donc, qui c'est qui souhaitait prendre la parole là? Ah oui, c'est vrai. Je vous remercie, monsieur. Solution au développement de notre congrès. Et ça, c'est formidable. Il faut remercier également Rocco Amitan, le président, parce que c'est lui qui est l'initiateur de tout ça. Moi, je considère qu'en Nouvelle-Calédonie, la représentation participative des citoyens est nulle et non avenue. C'est-à-dire que les gens sont élus pour 5 ans au Congrès, et pendant 5 ans, c'est statu quo, on passe les lois qu'on veut, on s'en fout. On voit avec le Ruamin ce qui se passe. Je ne veux pas rentrer dans la politique. Mais moi, je remercie le président qui, depuis des années, et c'est le seul à le faire, fait des conférences, que ça soit politique, culturelle, économique et sociale. Et je l'en remercie parce qu'à cette occasion, moi, je viens à chaque fois. C'est ça la vraie représentation du citoyen. Parce que ce que vous parliez, Monsieur le Président, de Monsieur Macron, ça a servi à rien, puisque aucune des propositions des comités n'a été retenue. Aucune. Voilà, je ne vais pas monopoliser le débat. Je vous remercie. Alors, ah oui, il y a un monsieur là-bas. Oui, allez-y. Après, il y a une dame ici. Oui, bonjour. Je m'appelle Jérôme Betrancourt, donc je me joins aux collègues là-bas pour vous remercier de votre intervention et de l'amplitude de votre réflexion. Je vous remercie d'autant plus que je suis président d'une association qui s'appelle Novi Nous Avis, et ça fait pas moins de 2 ans qu'on milite pour la participation citoyenne aux politiques publiques en Calédonie. Donc on a, alors comme des béotiens, c'est-à-dire qu'on est des amateurs un tout petit peu éclairés, on a creusé un peu la question de toute cette participation citoyenne aux politiques publiques. Et du coup, je rebondis sur un des 4 thèmes que vous avez évoqués tout à l'heure, qui est la fin de vie. En ce moment, en métropole, il y a une convention citoyenne sur la fin de vie qui a été organisée, qui est en cours, donc qui est un exemple type de dispositif participatif qui permet aux citoyens de s'exprimer entre 2 élections, comme vous l'avez dit. Et cette convention citoyenne sur la fin de vie est organisée par le CESE en métropole, comme d'ailleurs le CESE va organiser la convention citoyenne sur le climat. Ici, le CESE ne s'est pas saisi de ces possibilités, de ces dispositifs. Et donc, au final, ma question, c'est, là je m'adresse plutôt à monsieur Wamitan, est-ce que le Congrès ne pourrait pas mettre en œuvre ce genre de dispositif participatif, potentiellement sur des sujets qui ne soient pas des très très grands sujets, mais qu'au moins on puisse tester tous ces mécanismes en Calédonie. Ces mécanismes ont quand même été développés depuis 20-30 ans à travers le monde. Il y a eu de nombreux rapports sur leur efficacité, notamment par l'OCDE. Donc voilà, je me dis qu'en Calédonie, on pourrait tester pour goûter et voir si ça marche et ce que ça donne. Merci.
Peut-être je peux répondre en disant que nous allons rencontrer le comité économique et social, parce que ça fait partie aussi de notre discussion. Mais nos propos sont les propos pour le Congrès. Donc moi, je pense que le Congrès peut jouer un rôle important, comme vous dites. Et on a parlé dans notre rencontre avec les membres du Congrès, on a explicitement cité le CDE, que vous venez de citer, sur quelques-uns de ces sujets. Mais franchement, je pense que je serais ravi d'échanger peut-être la prochaine fois que nous allons être ici, avec vous, avec votre association, pour avoir des pistes de réflexion, parce que ce chapitre démocratie participative est un chapitre très important dans nos travaux. Donc je vous propose de rester en contact. Allô, la Terre? Oui. Si je puis faire une suggestion, en tout cas, je peux pas faire une suggestion, mais je peux vous dire comment on a fait ça chez nous. En 2012, je présidais. Des membres, des parlementaires m'ont demandé si on ne pourrait pas avoir une commission itinérante, c'est-à-dire une commission parlementaire qui se promènerait sur le territoire du Québec avec le thème de mourir dans la dignité, parce qu'il y avait toutes sortes de choses derrière ce concept-là. C'est un concept qui est pesant sur le plan de la déontologie, sur le plan de la morale, sur le plan de la médical. Effectivement, j'ai accepté que la commission parlementaire passe 25 jours, pas l'un après l'autre, mais 25 jours de travail sur le territoire, dans toutes les régions du Québec, et sont allés écouter ce que les gens avaient à dire. Ils ont préparé un rapport qui était unanime, parce que les commissions parlementaires chez nous représentent tous les partis politiques. Alors, ils sont arrivés avec un rapport unanime. Le rapport était... Le gouvernement a dû prendre le rapport, évidemment, et l'a transformé en texte. Le texte a été ramené à la Chambre. La Chambre a encore été en commission parlementaire pour écouter tous ceux qui avaient quelque chose à dire, pour, contre, enfin. Il y a eu 3 élections entre les deux. Changement de gouvernement. Quand tu changes de gouvernement, ton texte tombe dans les limbes, là. Il faut reprendre à zéro, normalement. Alors, on a eu une entente entre chacun des partis. J'ai provoqué les ententes pour faire en sorte qu'on continue le texte là où il était. S'il était en première lecture, deuxième lecture, troisième lecture, là où il était en commission parlementaire, sur l'étude article par article. On a toujours fait ça. Et 4 ans plus tard, 4 ans après le début de ces commissions parlementaires itinérantes, le texte a été adopté. C'est un des textes, à ce moment-là, qui était parmi les plus avancés en Amérique. Mais c'est une façon de le faire. Un congrès pourrait, s'il avait les choses que nous suggérons, avoir les disponibilités et la capacité de faire ça. Parce que ça prend du budget aussi, puis ça prend des choses comme ça. Pas oublier ça. Alors, c'est une expérience qu'on a fait chez nous, puis je pense qu'elle peut pas se calquer, parce que c'est pas le même territoire, c'est pas la même situation, mais peut-être s'adapter ici. Voilà, c'est Dominique. Oui, effectivement. Hop. Pardon. Bonsoir, j'ai une petite question dans la continuité sur la représentativité du Congrès. Je ne sais pas si vous avez vu, il y a des manifestants en bas de la rue qui sont des travailleurs indépendants. Qui ont un statut un peu différent d'élus. Et je me pose la question, pour des questions, on va dire, économiques, où un élu n'a pas une réalité exacte, puisque entre un travailleur indépendant et un élu, on n'a pas du tout les mêmes vies, on va dire. Par rapport à ça, est-ce que, on parle toujours de la participation, il y a un moyen pour que ça soit beaucoup plus représentatif lors de grands événements
telles que des réformes importantes. Et après, je voulais parler aussi de l'absentéisme. Voilà. S'il y a des moyens aussi. Voilà. Bon, peut-être sur le premier sujet, il est évident que je n'entre pas sur le sujet de ce qui est en train de se passer, de la raison pour laquelle il y a les manifestations, parce que ce n'est pas mon rôle et je m'occupe de ce qui est mon rôle. Voilà, je pense que j'ai trop de respect pour... mais il est évident que il faut faire tout le possible pour que les parlements, là je parle en général, soient le lieu de l'écoute, soit le lieu de l'interlocution. Il faut qu'on trouve les instruments, les lieux pour que ça se fasse, et ces réformes dont on est en train de parler sont exactement faites pour ouvrir davantage. Il est évident que ce n'est pas seulement au Parlement de s'ouvrir. Beaucoup des choses dont on est en train de parler devraient être partie aussi d'une réflexion de réforme, d'amélioration de la façon dans laquelle les gouvernements finissent par travailler. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de sujets de décision sont à la fin dans les mains des gouvernements. Donc, introduire des éléments de démocratie participative efficaces est fondamental, soit au niveau du Parlement, mais aussi au niveau du gouvernement. Parce que les sujets économiques, normalement, sont des sujets dans lesquels c'est le gouvernement, à la fin, qui a le rôle majeur. Et il est très important qu'il n'y ait pas de soupçon de la part des citoyens sur les raisons pour lesquelles un gouvernement prend une décision d'un type ou d'un autre. Mais il faut absolument qu'il y ait la capacité d'expliquer, la capacité de faire voir les différentes positions, d'assumer. Et les deux choses, Jacques a raison, les deux questions que vous avez posées sont absolument liées. Parce que si on ne fait pas ça, il y a le manque de confiance ou le mépris vers l'institution. Et donc il y a la chute de la participation. L'idée que la phrase qu'on entend toujours répéter, je vote, je vote pas, ça n'a rien à voir avec les choses réelles. Ça ne change rien. Alors il faut absolument éviter tout ça, parce que ce n'est pas vrai, premièrement. Ce n'est pas vrai. Je vous cite un épisode qui m'a beaucoup frappé. Quand j'étais à Paris et j'étais à l'université, on avait des étudiants de tous les coins du monde dans mon cours et dans les activités que je menais là. Parmi ces étudiants, il y avait beaucoup d'Anglais. Et c'était l'année du Brexit. Il y a eu le référendum sur le Brexit. Et les étudiants anglais, la semaine après le Brexit, ont demandé d'en discuter en classe avec nous. Et à la fin, on en a parlé. Et ce qui m'a frappé, c'est que la plus grande partie d'entre eux n'avaient pas voté. Et ils pleuraient parce qu'ils voulaient que leur pays reste dans l'Union européenne. Il est évident, ce n'étaient pas des citoyens anglais comme tous les autres, c'était des citoyens anglais qui étudiaient à Paris. Donc c'était des anti-Brexit par définition. Ça va de soi. Mais ce qui m'avait frappé, c'est qu'ils étaient dans un état d'esprit, ils n'avaient pas complètement compris le fait que je vote pas, c'est la même chose. Non, c'est pas la même chose. Tu ne votes pas et ton pays sort de l'Union européenne. Et ça a des conséquences pour des générations et des générations entières, parce que tu n'as pas voté. Donc je prends cet exemple et la discussion qu'on avait eue avec ces jeunes, parce que là, la question de toutes les recherches disent que la participation, normalement, au vote est plus élevée parmi les vieux que parmi les jeunes. Et là, c'est une question, c'est
une question complexe à voir. Ce n'est pas ici l'occasion pour en faire un discours académique, je ne veux pas le faire. Mais il faut absolument qu'on travaille sur ce sujet. Il faut qu'on travaille sur le sujet du fait que si tu ne veux pas voter, quelqu'un d'autre va décider pour toi. Et les conséquences vont être des conséquences pour ta vie. Et évidemment, tout ça oblige à faire en sorte que, et ça, là, je me penche vers le président Ouamitan, que tout ce que vous allez faire en tant que congrès autour des propositions qu'on va mettre sur la table, et que j'espère ne deviennent ni horizontales ni verticales, mais soit employées d'une façon ou d'une autre, que cette partie-là, la partie de comment faire en sorte que les gens soient associés à la démocratie, puisse se passer. Et je vous le dis franchement, moi je suis là parce que la Nouvelle-Calédonie, pour les raisons très particulières et uniques que vous connaissez mieux que moi, est un cas de figure, un exemple au niveau global, mondial. Est-ce que vous êtes en train de faire ici, avec un débat interne plein de vie, animé, mais en même temps avec ce sens de respect qui est entre vous et que j'aime beaucoup. La Calédonie, la Nouvelle-Calédonie peut devenir un exemple d'une démocratie qui s'améliore, qui devient meilleure. Et vraiment, c'est aussi pour ça que je suis là. C'est aussi ça que nous tous, nous sommes là avec cette attitude, et pour faire en sorte que tout ça puisse arriver quelque part. Voilà. Ben oui, ça y est. Ok, donc bonsoir Dominique. Effectivement, je pense que le point principal, c'est la démocratie, et actuellement, on a le sentiment, c'est assez répandu, que la démocratie est en crise. Et l'élément certainement le plus déterminant, c'est les niveaux d'abstention absolument extraordinaires qui enlèvent une certaine légitimité aux personnes qui sont élues. Et lorsque vous donnez comme possibilité de répondre à cette crise les réseaux sociaux, personnellement, je n'y crois absolument pas. Par contre, il y a des éléments qui sont beaucoup plus décisifs que d'écouter les voix discordantes des réseaux sociaux. La première chose, c'est de faire en sorte que les mandats soient limités dans le temps et soient limités en nombre. Et la situation en Nouvelle-Calédonie, de ce point de vue-là, elle est catastrophique. Elle est catastrophique. Il y a trop d'élus qui cumulent et il y a trop d'élus qui restent avec des mandats successifs de façon trop importante. Donc en fait, il y a quand même des mesures qui sont dans l'air du temps, à savoir par exemple le référendum d'initiative populaire. Enfin, je veux dire, tout ça, c'est des choses que vous avez en tête certainement, de façon peut-être un peu plus prégnante que nous. Mais nous, en tant que citoyens, on aimerait pouvoir effectivement intervenir entre deux dates d'élection. Donc il y a ceci, il y a la révocation des élus lorsqu'ils ne tiennent pas leurs promesses, les promesses qu'ils sont dans leur programme politique. Et puis le référendum, je crois que je l'ai dit celui-là, et puis quoi? Non, mais je veux dire, c'est des éléments principaux, il y en a certainement d'autres, mais ça va beaucoup plus loin, et c'est beaucoup plus intéressant, et c'est beaucoup plus efficace que simplement de s'en remettre aux réseaux sociaux. Voilà, merci. Sur la question du cumul de mandats, comme j'ai dit au début, c'est exactement un des piliers de notre rapport. Nous plaidons pour que, à la fin, il y ait je l'ai dit auparavant, qu'il y ait des élus pour le Congrès de la Nouvelle-Calédonie et des élus pour les provinces, et qu'il n'y ait pas un cumul entre les deux choses. Le cumul est quelque chose qui fait en sorte que probablement c'est difficile de faire bien les deux ou les trois. Il faut que tu en fasses une. Et la question des limites de mandat, là, évidemment, c'est un autre grand sujet. Il y a des pays qui ont des limites de mandat. La France en a. C'est le président de la République qui ne peut faire plus que 2 mandats. Dans mon pays, l'Italie, il y a la même limite pour les maires, c'est-à-dire les maires ne peuvent pas faire un 3e mandat, 2 mandats, et puis c'est fini. Les États-Unis, avec le président de la République. Évidemment, ce n'est pas simple, ce n'est pas simple, mais la question de limiter
est une question que je vois comme importante. Sûrement, on voit comme importante la question du cumul des mandats qui doit cesser et de faire en sorte qu'il y ait une exclusivité de travail. Et les aspects référendaires, comme je vous ai dit, font partie de notre réflexion. Je suis content de voir qu'il y a un soutien important sur ce point. L'exemple du cumul de mandats chez nous, c'est terminé depuis au moins 30 ans, même plus que ça, je pense 40 ans. Et c'est-à-dire que les gens qui étaient au niveau municipal ne peuvent plus être candidats à une élection à Québec, au provincial, à Québec. Ça fait au moins 40 ans que cette question-là est réglée. Une des choses qui m'a amené, puis qui nous a amené ici à s'intéresser au dossier lorsque nous avons eu la demande du président Ouamita, c'est qu'on s'est aperçu rapidement qu'on était dans un laboratoire humain extraordinaire et qu'on nous offrait la chance. Et tout à l'heure, on disait, hey, on est bénévole. Oui, on est bénévole, mais on est passionné. Ça vaut bien plus cher que de l'argent. Et on est passionné parce qu'on se retrouve comme des observateurs privilégiés dans un laboratoire. Maintenant, dans un laboratoire, qu'est-ce qu'on fait? On fait des expériences. Et ce que vous suggérez est déjà expérimenté. Je pense entre autres à cette espèce, à la diminution, le nombre de mandats qui peuvent être réduits ou du moins qui sont là, mais la capacité de faire un repeal, comme disent les Anglais, d'un député ou la capacité de faire une initiative locale qui devient un référendum. On retrouve tout ça dans la législation de la Californie, entre autres. Je donne un cas où ils sont allés le plus loin. La Californie. Bien, ça n'a pas changé le résultat du pourcentage de monde qui participe aux élections. C'est un des endroits où c'est le plus bas en Amérique du Nord. Alors, c'est pour ça que je reviens à mon idée. Quand on est dans un laboratoire et qu'on fait des expériences, il faut recommencer à regarder ce qu'il y a eu comme expérience qui était faite ailleurs. Et dans ce cas-là, je ne suis pas certain que je vous entraînerai sur ce dossier-là. Merci. Je parle au nom du Sénat coutumier. Je remercie la Commission et le président de l'institution pour permettre ces échanges. Je préside une commission spécifique qui est chargée de réfléchir sur le devenir du peuple autochtone dans son propre pays et dans lequel il se sent de plus en plus étranger. C'est vrai que les accords politiques, la Constitution, l'ADN lui a ouvert des droits, des possibilités, mais à nos yeux, qui restent insuffisants. Donc là, est-ce qu'un Congrès qui se dit, est-ce qu'un Parlement évolué peut-il faire une place particulière au peuple premier, au peuple autochtone, au peuple kanak, qui représente plus de 40% et plus de 110 000 habitants? Merci. S'il vous plaît, il y a un complément là par M. Mapou. Oui, s'il vous plaît. Oui, merci. Non, je vais compléter comme ça. Ça va nous permettre d'avancer plus vite. Oui, mais merci des exposés. C'est très intéressant. En 98, puisque c'est la date de référence, au moment de la signature de l'accord de Nouméa, le législateur français avait, si vous voulez, par rapport aux compétences législatives de la Nouvelle-Calédonie, quand il dévolue à la Nouvelle-Calédonie, avait prévu qu'au niveau législatif, donc au niveau parlementaire, les textes qui concernent l'identité kanak, les terres coutumières, le droit civil coutumier, la représentation coutumière,
tous ces textes qui touchent à l'identité kanak, le législateur a prévu que, au niveau parlementaire, donc, que le Congrès fonctionne en dualité, dans un bicamérisme inégal, puisque c'est le Congrès qui tranche, un système de navette avec le Sénat. Donc, c'était finalement la bonne formule pour concilier deux légitimités. La légitimité autochtone, comme le sénateur vient de dire, et la légitimité démocratique, quoi, hein, des citoyens, des droits de l'homme. Donc, aujourd'hui, on est rendu 20 ans après. Toute la question que le monde coutumier se pose, hein, c'est ce que le sénateur vient de dire, puisque ça fait partie des travaux que le Sénat mène en ce moment, c'est comment cette dualité-là, comment ce bicamérisme institutionnel, comment il peut se prolonger. Donc, la position, par exemple, des autorités coutumières aujourd'hui, c'est de dire on veut une chambre coutumière, que le Sénat soit une chambre coutumière qui ait plus de compétences législatives, qui ait une autonomie juridique, qui ait une autonomie administrative, et pourquoi pas une autonomie financière. Et que sur l'ensemble des textes qui sont proposés au Congrès, eh bien, qu'ils puissent réagir. Mais que sur les questions identitaires, coutumières, eh bien, que la compétence, que les textes du Congrès soient adoptés en conformité avec ce que propose le Sénat après la deuxième lecture. C'est un mécanisme qui a déjà été mis en œuvre, hein, bien qu'il n'y a pas beaucoup de lois du pays qui ont été adoptées. Il n'y a pas beaucoup de lois du pays qui concernent l'identité kanak. Mais il me semble que enfin, pour les autorités coutumières, c'est une réflexion intéressante. Alors le FNKS est allé un peu plus loin. Il a même proposé que la chambre coutumière, qui est aujourd'hui, qui touche simplement les autochtones, puisque ce sont les autorités coutumières qui nomment les 16 sénateurs, le FNKS parle d'une chambre des communautés. Pourquoi pas? Où il y aurait les autres communautés qui seraient représentées aussi. Alors là, les coutumiers n'en sont pas là encore aujourd'hui, puisqu'ils font... mais je veux dire, ça fait partie des perspectives, parce que la grosse question qui se pose en termes de démocratie, c'est que la démocratie représentative, un homme, une voix telle qu'elle est dans le pays, elle n'est pas suffisante. C'est ce que vous avez vous-même dit tout à l'heure, n'est pas suffisante. Donc comment justement faire en sorte que ceux qui constituent les forces vives, pour ainsi dire, alors les forces vives du peuple kanak sont représentées par les autorités coutumières, mais les forces vives en général, c'est toute la question ici, comment faire en sorte qu'ils puissent participer. Alors donc au niveau du Congrès, il y a le CES pour tout ce qui est CES, etc., environnement, etc. Donc il y a déjà ces formules-là qui, je pense, qui peut-être devraient être approfondies. Voilà donc pour compléter notre intervention. Merci. Extrêmement intéressant ce que vous apportez là. Depuis 3 ans que nous travaillons sur l'ensemble de la question de l'amélioration de l'organisation du Congrès. Mais on ne peut pas regarder ça indépendamment de toute la pensée qui régissait les accords de Nouméa en 1998, comme vous avez dit. Et une des questions qui nous a tout le temps, on a cherché tout le temps à savoir comment s'organise le Sénat coutumier. Et maintenant, puis en même temps, on a les grands chefs qui s'ajoutent à ça. On a rencontré le premier groupe que nous avons rencontré ici depuis que nous sommes arrivés, ça a été le Sénat coutumier, et il y a aussi le grand chef qui était là. Ils ont fait des propositions sur lesquelles nous travaillons, mais c'est assez évident que la situation depuis 1998 a évolué.
a évolué puis dans un sens, en tout cas, vu de l'extérieur, là, dans un sens pour lesquels les membres des sociétés premières, des Autochtones, des Kanaks, ne doivent pas regretter trop le fait qu'aujourd'hui, le président du Congrès est un membre de la société kanak, le président du Parlement ou du gouvernement, le président du Parlement est un membre de la société kanak, le président du gouvernement est aussi un membre de la société kanak. Ça fait en sorte qu'il y a eu une évolution là, depuis 1998. N'empêche qu'il faut regarder comment intégrer à l'intérieur de ce congrès l'approche puis l'écoute et le son de la communauté kanak via le Sénat coutumier. Et ça, c'est intéressant. On a fait des suggestions. On a discuté. Bon, il y a un périmètre. Il y a un périmètre qui est déjà fixé. Est-ce que le Sénat coutumier est prêt ou demande de changer le périmètre? C'est pas clair. C'est pas clair. Il y a des questions qui devront être éclairées, qui devront être répondues, je dirais, par le Sénat coutumier dans les semaines, les mois à venir. Parce qu'il est clair que c'est une organisation intéressante et passionnante dans un sens. Si j'étais parlementaire au Congrès et qu'on touchait une question qui touche évidemment la culture kanak, que ce soit dans une question d'éducation, que ce soit dans une question... Je demanderais, je voudrais entendre le message du Sénat coutumier. C'est absolument certain. Mais maintenant, est-ce qu'on peut aussi imaginer un processus où le Sénat coutumier demande de voir à faire en sorte que son périmètre qui était existant en 1998 soit changé aujourd'hui, ou encore, peut-être plus facilement, que le Sénat coutumier envoie une demande au Congrès de suggérer soit un texte ou de suggérer d'être entendu sur une question ou une autre. C'est une façon qui serait peut-être plus souple et plus efficace. Mais il n'en demeure pas moins qu'il n'y a jamais été question, puis qu'il n'est nullement question, on l'a dit, le président de l'État l'a dit tout à l'heure, lorsqu'on va travailler à améliorer l'organisation du Congrès et la rendre plus autonome, plus fort, les autres institutions aussi vont devenir plus fortes. Et ça, tout le monde va gagner. Je me suis fait dire, on s'est fait dire, entre autres au Sénat coutumier, tout se tient. Bon, on a réfléchi à ça, puis on a dit oui, nous autres aussi, dans notre rapport, tout se tient. Alors, en améliorant la qualité et en améliorant le Congrès, on va se trouver à améliorer toutes les institutions de la Nouvelle-Calédonie. Merci beaucoup pour cette question. C'est une question qui a été soulevée à de nombreuses occasions, non seulement pendant cette participation avec cette commission, mais aussi par le passé, la question a été posée. La question concernant le rôle, le bon rôle que pourrait avoir le Sénat dans le contexte de la Nouvelle-Calédonie, étant donné le mode de gouvernance constitutionnelle. Quand on me pose la question, je donne toujours l'exemple des îles Fidji sous la constitution précédente, pas sous la constitution actuelle, mais sous l'ancienne constitution, le Sénat était le deuxième chambre, parce que quand on pose la question, les sénateurs ici se considèrent comme étant un deuxième chambre du Parlement.
Et c'est comme cela que les îles Fidji voyaient les choses sous la dernière constitution. Il y avait un rôle spécifique concernant l'identité fidjienne, les terres, les traditions et les cultures. Ce n'est qu'un exemple. Nous essayons d'améliorer le rôle du Congrès, mais cela a un lien direct avec le Sénat et cela pourrait amener à réajuster le rôle du Sénat pour augmenter le fonctionnement et l'efficacité du travail du Congrès. Mais cette idée même du Sénat coutumier comme étant une seconde chambre et avec un rôle spécifique concernant l'identité et les questions kanak, c'est important. Et quand je parle d'un rôle spécifique, je peux vous rappeler ce qui a été défini sous la Constitution des îles Fidji. Par exemple, quand il y a un projet de loi concernant les terres et que ce projet-là est examiné par le Sénat, où il y a les représentants des cheftaines et toutes les provinces, si tous les membres ne sont pas d'accord avec ce projet de loi, la loi s'arrête là. Donc, le Sénat joue ce rôle de deuxième chambre quand il s'agit de questions de tradition, de terre, de culture. Donc, voilà, c'est une idée dont je parle actuellement et aussi dans ma vie précédente, à savoir comment est-ce qu'on peut travailler avec un Sénat coutumier. Et bien sûr que l'équipe devra examiner cette question et voir comment intégrer cette question dans notre rapport. Mais c'est effectivement une idée très, très valable. Merci. Vous voulez rajouter quelque chose, Raphaël? Non, ça va. D'autres questions? D'autres questions, non? Eh bien. Oui. Merci de vos interventions, de vos réponses, pour ainsi dire. Mais c'est vrai que la démocratie représentative en Nouvelle-Calédonie, elle a ce volet également, le volet autochtone, puisque 40% des terres, enfin la moitié des terres habitées de Nouvelle-Calédonie sont des terres coutumières en Nouvelle-Calédonie. 40% de la population relève de ce qu'on appelle le droit coutumier. Et donc, c'est quand même un volet important. Et on se rend compte qu'avec l'évolution aujourd'hui du monde, de la société calédonienne, eh bien, les structures coutumières ne peuvent pas être marginalisées. Il faut éviter. C'est l'intérêt du développement de la Nouvelle-Calédonie, dans le développement général. On ne peut laisser une marginalisation des autorités coutumières, c'est-à-dire les chefferies. On ne peut laisser une marginalisation des terres coutumières, c'est-à-dire les réserves. Le Grand Nouméa, sur les 30 dernières années, s'est développé à une vitesse inouïe. Hein, les 3/4 des investissements ont été faits ici, dans le Grand Nouméa. Et ça s'est traduit d'une certaine manière par une marginalisation des territoires périphériques. Même si les provinces ont beaucoup fait. Hein, les provinces, puisque l'avantage qu'on a eu, c'est qu'on a eu 3 provinces qui ont été créées, dont le rôle était la provincialisation. Mais c'est un système. Hein. Le système monde, le système aujourd'hui, c'est un système. Donc, c'est important de valoriser les structures périphériques. Ici, en Nouvelle-Calédonie, les structures périphériques, c'est eux qui portent le développement des territoires. Voilà. Avec les communes, bien sûr. Renforcer, ce qu'on est en train de dire, c'est renforcer en même temps, renforcer les communes. La coordination au niveau des communes, parce que les communes sont l'entité à l'échelle de la Nouvelle-Calédonie, au niveau des institutions républicaines. Les communes, c'est le maillon, le maillon de terrain. Mais aujourd'hui, il y a trop peu de coopération entre communes et les chefferies, les autorités coutumières.
bien que... voilà. Donc, c'est vrai, il faut tirer par le haut. Donc, moi, je vous remercie de vos réponses, mais ça mérite que votre rapport en tienne compte. En tout cas, c'est ce qu'on a retenu. Merci. Si d'autres questions, peut-être la dernière question, on a encore 10 minutes, un quart d'heure. Oui, alors monsieur allez-y. Oui, ce n'est pas une question, c'est juste pour rebondir sur les propos de Raphaël Mapou et citer deux exemples. Il y a un exemple en Australie où donc on confie à des rangers aborigènes dans des territoires qui sont les leurs, ce qu'on appelle la gestion du risque, en particulier la gestion du risque sur le feu. Et en fait, c'est effectivement une complète autonomie de gouvernance dans cette politique publique particulière qui est la gestion du risque. Et c'est aussi d'ailleurs une autonomie de financement. C'est-à-dire qu'en fait, il y a ce qu'ils appellent un trust là-bas, qui reçoit un certain nombre de capitaux, que ce soit d'organismes privés ou publics. Et donc les 34 clans, là je parle d'un territoire qui est dans le nord de l'Australie, gèrent en autonomie donc l'éducation, par exemple, gèrent la gestion du risque sur le feu, gèrent tous les aspects culturels, c'est-à-dire le recensement et la description des sites de peinture rupestre, etc., etc. Donc ça, c'est un premier exemple. C'est pour dire qu'effectivement, dans le monde, il y a comme ça des autonomies de gouvernance qui sont confiées à des peuples premiers et des territoires particuliers. Un peu la même chose au Népal. Ils ont confié la gestion des forêts à des communautés locales, parce qu'ils avaient un grave problème dans les années 80, je crois. Et dans toutes ces années, en fait, ils ont réussi à doubler les surfaces forestières qui étaient en déclin majeur. Tout ça parce qu'on a confié aux gens du terrain une autonomie dans la gestion des forêts au Népal. Voilà, merci. Merci. Allez-y. Bon, il y a eu beaucoup de propos généraux, mais pour recentrer sur le thème de ce soir, je pense qu'il y a quand même des problèmes ou des sujets sociaux dont on parle et même qu'on débat au niveau du Congrès et qui n'avancent pas. Par exemple, la condition des femmes. Je trouve ça inadmissible que depuis le temps qu'un certain nombre de gens se mobilisent sur le sujet, le Congrès n'arrive pas à sortir des textes, des attitudes, des propositions qui vont aller dans le sens de l'amélioration d'une situation qui est absolument douloureuse. Mais il n'y a pas que ça. Dernièrement, il y avait un débat au niveau du Congrès sur le cannabis et le chanvre. Les personnes qui sont intervenues autour de M. Ouamitan ont bien défini le sujet. Eh bien, on attend toujours la concrétisation des décisions pour aller dans le sens de la résolution du problème. Ensuite, il y a la jeunesse, ensuite, il y a la délinquance, etc., etc. Ce sont des sujets sociaux qui devraient faire une sorte d'unanimité et qui devraient pouvoir être traités assez rapidement au niveau du Congrès. Ça peut échapper aux passions politiques, d'une certaine façon. Et donc, M. Ouamitan et puis les personnes qui sont là pour faire un rapport positif et des suggestions, je vous suggère de faire en sorte que dans les instants de débat politique au niveau du Congrès, il y ait une obligation de traiter des sujets sociaux de cette nature. Bien, c'est noté. Il faut noter que les dames sont majoritaires ici. Oui. Non, mais c'est rare, comment dire, les parlements où les femmes sont majoritaires. Ici, ils sont majoritaires. Donc, je crois que les dames sont sollicitées aussi. C'était leur journée, quand hier ou avant-hier. C'était hier. Voilà. Donc, voilà. Hein? Ah oui, il n'y avait pas... Il n'y avait pas d'élus? Non, mais les élus dames, ils étaient là, au moins. Ils sont majoritaires ici. Hein. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Vous avez d'autres questions? Non, il n'y a pas d'autres questions. Bon, ce sont des thématiques importantes hein, qui vont vraiment faire l'objet de discussions. Hein. On attend aussi vos propositions là-dessus. Hein. Sur la question de la représentativité aussi, c'est important ça aussi.
pense qu'on peut... Honnêtement, Président Ouamita, lorsqu'on m'a parlé qu'il y aurait ce forum-là, j'ai dit, est-ce qu'il va y avoir du monde à 18 h le soir? Est-ce vraiment du monde qui vont venir? Sachez que moi, je suis heureusement surpris de vous avoir vu et je vous félicite d'être là parce que le citoyen, c'est quelqu'un qui se doit d'être ouvert et de chercher à comprendre comment il va améliorer sa société. Et ça, c'est ce que vous avez contribué à faire ce soir. Le citoyen doit être un personnage éclairé qui, pour être éclairé, il faut participer puis il faut s'informer. Et dans ce cadre-là, moi, je pense que l'exercice de ce soir va nous être utile, mais est aussi un exercice qui démontre qu'une véritable démocratie participative, ça se peut. Ça se peut. Vous en êtes les témoins principaux ce soir. Et je voudrais vous remercier. On va conclure, hein, si vous n'avez plus de questions. Je vais demander au président l'État donc de dire le mot de conclusion, puis ensuite je vais faire le remerciement d'usage à la fin. Je crois que les paroles du président Chagnon ont été la bonne conclusion. Donc moi, je donne mon mot de la fin en vous disant et en vous demandant si vous avez apprécié ce que nous sommes en train de faire et si vous êtes intéressé à donner votre contribution, d'employer les instruments de communication du Congrès pour nous faire avoir vos points de vue sur les différents sujets. Le rapport préliminaire sera rendu public et on va, dans les mois qui viennent jusqu'au mois de juillet, travailler pour arriver à un rapport final. Et pour ce rapport final, je pense que vos contributions soient pour nous décisives. Donc si vous avez à cœur le fait que cet exercice de ce soir ne soit pas seulement un moment dans lequel on échange des idées, puis chacun reste de son idée et les choses ne changent pas. Et c'est très important que vous vous penchiez sur la possibilité de rendre opérationnel ce qu'on est en train de faire et de faire en sorte que donc on ne reste pas sur les aspects théoriques. Nous ferons tout le possible pour faire en sorte que ce rapport soit un rapport concret et que ça ne reste pas dans les tiroirs ou dans les déchets. Et comme je disais au début, ça dépend de vous. Parce que si les élus vont voir qu'il y a la pression de votre côté, vous qui êtes les électeurs, alors les élus vont être plus incisifs, plus capables de faire avancer les points courageux de ce rapport. Sinon, ils vont rester simplement comme ça. On va discuter. Donc, je vous pousse à les pousser. Ce que j'ai vu et ce qu'on a vu dans les 3 heures de débat qu'on a eu cet après-midi avant la rencontre avec vous, c'est que le Congrès de la Nouvelle-Calédonie est très preneur et très positif sur la volonté de faire avancer cet exercice. Nous devons être tous sur la même longueur d'onde du courage du président Ouamita. Et nous sommes là exactement pour pousser dans cette direction. Et on va faire tout le possible pour que les choses marchent. Et je suis sûr que dans quelques années, quand nous allons regarder en arrière à l'année 23 en Nouvelle-Calédonie, on va considérer que cette année a été l'année du grand changement politique en termes d'ouverture et renforcement de la démocratie. Et la Nouvelle-Calédonie, je la vois comme potentiel exemple mondial d'une démocratie qui se ouvre et qui, grâce à la diversité qui vit à l'intérieur de ce pays, devient un exemple positif d'une démocratie du respect, de la participation et de la profondeur des décisions. Mais ça dépend aussi de vous. Donc, allons-y. Il faut foncer tous ensemble. Merci.
Voilà, je ne vais rien rajouter à ce que vient de dire le président de l'État parce que je pense que c'était vraiment une bonne conclusion pour nous. Ce soir, nous sommes dans ce format de rendez-vous du Congrès. En tout cas, merci à vous tous. Et puis, rentrez bien à la maison et puis suivez les informations parce qu'il y aura peut-être encore des blocages, je ne sais pas où là. Voilà, oui. Ben, nous, pour votre information, nous avons une réunion là à 9h30, 10h avec eux. Donc, on verra si ce sera concluant. Merci.